Bonjour à tous, Kia ora. Bonjour Sébastien, Ariane et Philippe. Philippe. On est en direct depuis Auckland et on va vous parler de la Nouvelle-Zélande et des opportunités qu'offre la Nouvelle-Zélande à ce jour. Donc, Sébastien, lui, est en direct de Bordeaux. Il va déjà se présenter et il va présenter un peu le fil de conducteur de ce live en direct. Oui, bonjour à tous, je suis Sébastien Faure, je suis ravi d'être parmi vous. Merci Ariane et merci Philippe pour cette invitation. On va parler d'une très belle destination aujourd'hui qui est la Nouvelle-Zélande, une véritable destination avec de belles opportunités pour nos candidats français. Donc je vous remercie de nouveau pour cette invitation. Moi je suis Sébastien Faure, je suis conseiller pour l'équipe mobilité internationale de Pôle emploi. Et je vais vous présenter un petit peu notre offre de service également. Et avec Philippe, on va aborder des questions relatives à la mobilité internationale en Nouvelle-Zélande, le business, l'éducation et également la recherche d'emploi. On va commencer. Je vais partager mon écran et par la suite, je laisserai la parole à Philippe pour aller plus loin sur cette présentation. A priori, vous devez pouvoir visualiser correctement ma présentation, donc travailler en Nouvelle-Zélande. C'est OK? Ouais, tout va bien. Tout va bien, on la voit. Super. Alors, je vais tout d'abord vous parler de mobilité professionnelle à l'étranger et plus précisément vous donner quelques idées, comment réfléchir, comment préparer et comment organiser votre mobilité vers la Nouvelle-Zélande. Alors évidemment, vous pourrez ultérieurement faire appel au service d'Ariane et Philippe concernant ce projet de mobilité. Et moi, je vais vous donner en tout cas quelques conseils, puisque un projet de mobilité à l'international, ça se prépare et il y a des clés importantes qui vous permettront de réussir ce projet. Juste pour vous donner une toute petite idée de la mobilité internationale de nos candidats français, vous dire que c'est une véritable réalité aujourd'hui, que nous avons, nous, à Pôle emploi, environ 130 000 demandeurs d'emploi qui souhaitent travailler hors du territoire français, en Europe et à l'international. À ce jour, nous avons environ 2,6 millions de Français qui sont installés durablement à l'étranger et qui y travaillent. Donc ça vous donne en tout cas un aperçu que la mobilité internationale pour nos candidats français est une véritable réalité, que c'est un projet qui aboutit pour un grand nombre de candidats. Et j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous et en votre projet de mobilité vers la destination Nouvelle-Zélande ou vers toute autre destination. Vous dire également qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes des jeunes diplômés, vous avez envie également d'avoir une expérience professionnelle, peut-être une première expérience professionnelle à l'étranger, que la Nouvelle-Zélande peut vous offrir de très belles opportunités d'emploi et que 70% des jeunes qui ont bénéficié d'une expérience de mobilité internationale retrouvent à leur retour en France un emploi de meilleure qualité. Donc, ça vous ouvre des perspectives très intéressantes et très enrichissantes également, en vous disant que, eh bien, vous pouvez avoir envie d'avoir une activité professionnelle pendant 4-5 ans à l'étranger. Et lors de votre retour en France, eh bien, nous aussi, à Pôle emploi, on pourra travailler avec vous le retour en France et travailler avec vous toutes les compétences que vous avez pu acquérir pendant cette expérience de mobilité internationale. Nous pourrons également vous accompagner pour travailler et réussir votre impatriation, votre retour en France. Vous dire quoi? Et vous dire également que la mobilité vers la destination Nouvelle-Zélande, c'est également la formation. Et Ariane vous en parlera tout à l'heure avec le module éducation de New Zealand Services. Donc, vous pouvez partir en Nouvelle-Zélande et vous pouvez vous former en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez bien entendu travailler en Nouvelle-Zélande. Bien entendu, il y a des candidats qui suivent leur conjoint pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales. Il y a également cette mobilité-là qui existe. Et le travail que nous souhaitons également mener à Pôle emploi, c'est vous accompagner pour l'impatriation, le retour en France. Donc ça, ce sont les facettes, en tout cas, du travail du projet que nous vous demandons et que nous vous conseillons de travailler avant votre départ vers la destination Nouvelle-Zélande.
Une toute petite dernière partie avant de laisser parler Philippe et Ariane, ce sont les conditions d'une mobilité internationale réussie. Il faut être motivé et ça, je pense que Philippe et Ariane vont bien vous le rappeler pendant leur présentation. Bien entendu, on prépare un projet, on se motive pour partir. Voilà. Il faut être motivé, c'est la clé de la réussite. Il y a également des prérequis. Et ça, Ariane et Philippe vont également vous en parler. C'est quoi les secteurs porteurs pour se diriger vers la destination Nouvelle-Zélande? Comment on peut réussir sa mobilité internationale et sa mobilité professionnelle en Nouvelle-Zélande? Globalement, ce qu'on vous conseille, nous, à Pôle emploi pour les équipes mobilité internationale, c'est d'avoir une stratégie globale pour votre recherche d'emploi. Et on vous accompagne afin d'adapter cette stratégie au mieux pour que vous puissiez réussir cette mobilité internationale. Voilà, en tout cas, en introduction, ce que je souhaitais vous dire avec quelques clés, les bonnes questions à se poser avant de préparer un départ à l'étranger. C'est la réflexion globale et c'est la composition de cette stratégie qui va vous permettre de réussir ce projet. Je vous remercie. Je vous parlerai tout à l'heure de l'offre de service mobilité internationale. Je vais laisser la parole à Ariane et à Philippe concernant leurs services et ce monde d'opportunités que vous offre la Nouvelle-Zélande. Merci Sébastien. Merci Sébastien pour cette introduction. Donc, Ariane et moi, nous allons vous parler de la Nouvelle-Zélande. Et déjà, auparavant, quelle est notre vision de notre travail lorsque on est là pour aider les gens qui ont un projet en Nouvelle-Zélande, que ce soit aussi bien un projet d'éducation, un projet d'investissement ou un projet d'immigration. Les trois, des fois, sont liés. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de présenter les trois ce soir. Et notre vision, c'est que dans un monde qui bouge, il faut savoir s'adapter. Et une des clés de l'adaptation, c'est la communication. Et bien évidemment, l'anglais à ce jour est la langue prédominante pour si vous voulez voyager et si vous voulez vous exporter au niveau professionnel. Donc, on pense que le fait de venir en Nouvelle-Zélande, ne serait-ce que pour faire un working holiday visa ou avoir une petite expérience en Nouvelle-Zélande de travail, ne peut être que bénéfique pour un CV par la suite. Donc, le fait de parler anglais, ça va vous permettre aussi de choisir votre vie et de pas être, d'avoir la liberté de choix. Parce que beaucoup d'entre vous qui recherchez des emplois, si vous ne parlez pas anglais, vous avez peu de chances de pouvoir y arriver. Donc, notre mission à nous, c'est vous avez globalement tous un projet, mais la chose la plus difficile, c'est de mettre le pied à l'étrier et de faire le premier pas. Donc, nous, notre job à nous, c'est de vous aider dans l'accomplissement de ce premier pas et de vous guider pas à pas dans votre projet et à toutes les étapes. On a nous-mêmes immigré en Nouvelle-Zélande il y a 20 ans déjà, hein, 20 ans. 20 ans, oui, déjà 20 ans. Et tous les membres de notre équipe sont tous aussi issus de l'immigration et sont tous issus de l'immigration via des Working Holiday Visa. Donc, d'où l'importance, nous on parlera tout à l'heure du Working Holiday Visa. C'est vraiment un visa qui concerne les jeunes entre 18 et 30 ans et vraiment, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Donc, on vous présente l'équipe Nouvelle-Zélande Service. Donc, Ariane, on va commencer par les femmes. Ariane. Donc, Ariane, oui, co-directrice de Nouvelle-Zélande Service qu'on a fondée avec Philippe il y a maintenant plus de 10 ans, avec vraiment cet objectif d'aider principalement les francophones à immigrer, à investir et étudier en Nouvelle-Zélande. Donc, on a les licences qui conviennent et on s'est entouré parce que le maître mot de notre philosophie, c'est d'avoir des gens qui sont largement plus compétents que nous dans l'équipe. Donc, toutes les personnes que vous voyez dessus, les deux Julie, Salomé, Martine, sont des gens qui sont très spécialisés dans leur domaine, qui ont aussi des licences qui leur permettent de pratiquer au sein de l'entreprise. Et c'est vrai qu'ensemble, on est capable de répondre à toutes vos demandes, à toutes vos questions. Et ça, c'est important parce que c'est quand même vous qui êtes toujours au centre du projet.
depuis qu'on a créé Nouvelle-Zélande Service, on a aussi développé un certain nombre de partenariats avec des gens localement en Nouvelle-Zélande, et notamment, on a tout un réseau francophone au niveau légal, au niveau comptable, au niveau recherche d'entreprises et ainsi de suite. Donc, c'est important d'être bien accompagné dès le départ. Et comme nous, on vit sur place, on est vraiment au courant de l'actualité et des changements d'activité qui peuvent se passer aussi. C'est important vraiment que tous ces domaines soient mélangés parce que si on vous propose un choix mais sans tenir compte du reste, souvent le projet ne peut pas être mené à bien. Donc, c'est vraiment important d'avoir une vision globale de votre projet. Donc, c'est pour ça qu'on a réuni dans la même entreprise l'ensemble des compétences pour avoir une vision holistique réellement de vos projets. Et notre job, on est là pour vous écouter et de vous aiguiller par rapport à votre projet. Et on n'a pas de solution faite à vous vendre. On n'a pas ça à vous vendre. On a vraiment à vous écouter et au fur et à mesure construire avec vous votre projet. Une belle équipe. Merci Sébastien. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant qu'on intervient pour Pôle emploi. Oui. Et c'est vrai qu'on a toujours eu des bons retours des gens que l'on a pu rencontrer lors de nos sessions, aussi bien virtuelles que nos sessions physiques. On a eu des retours par rapport à ça et les gens se sont venus nous voir après avoir assisté à nos conférences. Donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un retour par rapport à ça. Oui. Donc, et comme on est bon, non, je plaisante. Si on est bon. On est la seule agence en Nouvelle-Zélande à prendre votre projet de A jusqu'à Z. Parce que pourquoi on a créé ça? Parce qu'on a vu que si on fait intervenir plusieurs sociétés dans le même projet, il y a toujours une perte d'information et les gens n'ont pas forcément le même objectif. Donc, nous, notre objectif global, c'est la réussite de votre projet. Donc, on a préféré avoir tout en interne pour avoir la possibilité de manager l'intégralité de votre projet sans devoir s'adresser à d'autres personnes. Et comme l'a dit Ariane, on a les compétences qui nous permettent et les licences qui nous permettent d'intervenir dans différents cœurs d'activité. Donc, dans les 3 services que l'on a principalement, on va commencer par l'immigration. Et donc là, tu vas me poser une question, Sébastien, qui est… Quelle est la question que tu vas me poser? La question de l'immigration, c'est plutôt quel visa choisir pour réussir sa mobilité vers la… Déjà, la première question, c'est de se dire pourquoi choisir la Nouvelle-Zélande? Pourquoi choisir la Nouvelle-Zélande? Parce que globalement, ce n'est pas forcément la première destination que vous allez choisir, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même le bout du monde. Mais le fait que ce soit au bout du monde a aussi ses avantages. C'est un pays neuf, c'est un pays qui est là, par rapport à la crise du coronavirus, malheureusement, on a eu 2 cas aujourd'hui, mais pendant 24 jours, on n'a pas eu de cas de coronavirus. On a eu 2 cas aujourd'hui importés d'Angleterre. Merci l'Angleterre. Mais bon, c'est pas très grave. On va savoir les manager. Mais la Nouvelle-Zélande est un pays petit. On est 5 millions d'habitants. Est un peuple qui est assez discipliné et on a réussi rapidement à éradiquer le virus ici en Nouvelle-Zélande parce que les gens se sont mobilisés pour cela. Au niveau, c'est un pays dynamique, même si à ce jour, on a une crise économique comme partout dans le monde. L'avant-crise économique, on était à 4,2% de chômage en mars 2020. Là, on va passer certainement entre 8 et 9% de chômage en septembre. L'autre chose aussi qu'il faut aussi voir, au niveau, c'est des chiffres qu'on verra par la suite, mais là je peux vous en parler aussi, au niveau de la dette publique représentait à ce jour 20% du produit intérieur brut. Là, avec tout l'argent qui a été mis par le gouvernement dans les entreprises et dans les infrastructures, on risque de passer à 60% de dette par rapport au PIB. Mais c'est largement, on sera encore dans les meilleurs élèves de l'OCDE parce que la France, je crois, est endettée à 120% du PIB, je crois, si je me rappelle bien. Donc, même si on a un taux d'endettement qui est plus élevé, on va rester quand même dans les bons élèves. Pour parler encore du dynamisme, la Nouvelle-Zélande est majoritairement construite avec des entreprises entre
1 et 10 salariés. 97% des entreprises sont de 1 à 10 salariés. Donc, c'est des entreprises qui sont très flexibles et qui vont très vite s'adapter aux nouvelles conditions économiques. Il n'y a pas toute cette inertie à faire bouger avec les grosses entreprises. Est-ce que vous aviez également le système de chômage partiel tel que nous l'avons connu c'est pas un système de chômage partiel. C'était pas un système de chômage partiel, mais on a eu ce qu'on appelle des subventions salariales. C'est-à-dire que le gouvernement, pour les entreprises qui ont perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires, pendant 12 semaines, ont reçu l'équivalent d'environ 600 $, donc 350 € par salarié pour compenser la perte de chiffre d'affaires. Et l'employeur avait obligation de payer 80% des salaires des gens. C'était la première partie. Et là, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires a été coupé de 50%, ils vont avoir de nouveau 8 semaines de subvention salariale. Donc, ce n'est pas du chômage partiel, c'est plutôt la volonté a été plutôt du gouvernement de garder les employés en place. Okay, donc, aider les employeurs à payer les salaires, négocier avec les propriétaires de bâtiments commerciaux les loyers, notamment pour les magasins, pour voir des loyers réduits parce que les magasins n'ont pas pu opérer pendant le lockdown parce qu'on a eu 6 semaines complets où aucun magasin n'était ouvert. Donc, il y a aussi des choses qui ont été passées au niveau du gouvernement pour faire continuer l'économie. L'immigration par elle-même a été coupée, c'est-à-dire qu'à ce jour, personne ne rentre en Nouvelle-Zélande. Seules les personnes qui sont considérées comme ayant un job essentiel peuvent rentrer en Nouvelle-Zélande et certaines personnes sous des conditions humanitaires peuvent rentrer en Nouvelle-Zélande. Donc, à ce jour, ce n'est pas encore ouvert. Il y a une liste pour justement les métiers essentiels qui sont autorisés pour l'accès à la Nouvelle-Zélande. Il y a une liste qui a été publiée sur le site de l'immigration et qui est évolutive. Donc, il y a plusieurs métiers, notamment des métiers liés à la santé. Mais là, par exemple, je pense que les frontières vont s'ouvrir parce que là, on a fait rentrer les équipes de l'America's Cup, qui est la course de bateau qui devra avoir lieu en fin d'année en Nouvelle-Zélande. On a fait rentrer aussi les équipes de cinéma du film Avatar qui se tourne en Nouvelle-Zélande. Et forcément, lorsque vous venez en Nouvelle-Zélande et que vous rentrez comme ça, vous avez obligatoirement 14 jours de quarantaine qui sont organisés dans des lieux spécifiés par le gouvernement. D'accord. Et donc, oui, est-ce que tu penses par rapport à l'ouverture de ces frontières, est-ce que vous avez une visibilité sur la possibilité de réouverture de ces frontières? On pense dans un premier temps qu'il va y avoir une bulle transocéanienne, c'est ça comme on dit, avec l'Australie? Avec l'Australie et quelques îles du Pacifique. Quelques îles du Pacifique, avec les îles Cook, avec les Samoa, les Tonga, Vanuatu, Fidji, parce que c'est la Calédonie, peut-être Tahiti, mais Tahiti, comme ils veulent rouvrir aux Américains, peut-être que Tahiti sera écarté de cette bulle parce qu'ils ne veulent pas non plus que les gens d'Amérique, qui est quand même assez contaminés, viennent contaminer Tahiti, que les gens de Tahiti viennent contaminer les gens de Nouvelle-Zélande. Donc, ils risquent d'avoir une bulle surtout régionale. Bon, et après, peut-être que si ça se passe bien et qu'on trouve un vaccin, bah, le pays va se rouvrir. Donc, c'est vrai que dans les secteurs porteurs, qui étaient des secteurs qui embauchaient, on a marqué le tourisme, mais bien évidemment, c'était avant mars 2020, où là, le tourisme, qui est la troisième source d'économie en Nouvelle-Zélande, souffre beaucoup parce que il n'y a plus les touristes étrangers. Mais, comme je te disais tout à l'heure, Sébastien, il y a des initiatives locales qui
ont été lancées, notamment par la location, par des entreprises de camping-car, où on peut louer un camping-car en Nouvelle-Zélande à ce jour pour 18 € par jour. Donc, tu loues ton camping-car et tu vas te promener en Nouvelle-Zélande. Et donc, forcément, tu visites les attractions touristiques, tu vas au restaurant, tu vas dans les camps. Donc, tu fais redémarrer une économie localement. Tourisme. Tourisme local, comme il va être fait en Europe aussi. Mais sur ça, les secteurs, la construction resteront des secteurs assez dynamiques, les secteurs de l'informatique aussi. Je ne pense pas que nos candidats français seront beaucoup impactés par le chômage ici en Nouvelle-Zélande, parce que les gens qui sont au chômage en Nouvelle-Zélande sont vraiment des gens qui sont peu qualifiés. Généralement, les gens qui viennent depuis la France sur des working holiday visas sont des gens qui sont assez qualifiés, donc auront plus de chances de trouver un emploi. Les gens qualifiés sont toujours en manque en Nouvelle-Zélande. Par rapport au secteur tourisme, vu que vous venez de rentrer en période hivernale, l'impact, le fait de la fermeture de la frontière néo-zélandaise, l'impact sera moindre, non, du fait que vous rentriez dans l'hiver? Non, parce qu'à l'hiver, on a de la neige chez nous. On a de la neige. D'accord, ouais. Et les gens viennent faire du ski. Ils viennent faire du ski. On peut faire du ski dans l'île du Sud. On fait du ski à Queenstown, à Wanaka, à Mesven, un peu partout dans l'île du Sud. Et on peut faire aussi du ski dans l'île du Nord, au Mont-Rapeu, au Taranaki, je pense. On peut faire du ski. Mais on peut faire du ski. Donc, il y a quand même un tourisme hivernal, et notamment un tourisme hivernal de beaucoup d'Australiens qui viennent faire du ski en Nouvelle-Zélande. Donc, si la bulle, c'est pour ça qu'ils veulent rouvrir la bulle australienne, parce qu'on aura tous les touristes australiens qui vont pouvoir venir. Et il y a les gens de Tahiti qui viennent et les gens de Calédonie qui viennent faire du ski en Nouvelle-Zélande. Donc, la période hivernale est moins touristique que la période estivale, mais n'est pas non plus une période à zéro tourisme. Il faut comprendre aussi par rapport à l'immigration, là on nous parlait du tourisme, et les gens qui veulent immigrer, qui potentiellement nous écoutent, il faut savoir que leur projet prend du temps. Donc les gens qui nous contactent maintenant, potentiellement, c'est des gens qui seront prêts à immigrer dans 6 mois, dans une année, où on espère bien qu'effectivement les choses sont là. Donc c'est aussi important de pouvoir anticiper les choses. Il faut pas, enfin, ma perspective, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout soit réglé pour se dire, tiens, si j'immigre en Nouvelle-Zélande, je pense que c'est important d'avoir l'information en aval. Puis effectivement de pouvoir rediscuter les choses, préparer les choses, parce que c'est un vrai projet et ça met du temps. Nous, on a des gens qui nous contactent 2 ans avant de finalement poser le territoire, le pied sur le territoire. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Ben, je partage pleinement. Ouais. Nos candidats mettent plusieurs mois à préparer. Oui, bien sûr, il faut beaucoup anticiper. D'accord, oui, tout à fait. Tout à fait. Notamment sur les gens, je sais pas si on va parce que le working visa, c'est vraiment les gens qui ont vraiment la possibilité de pouvoir entrer sur le territoire en Nouvelle-Zélande, trouver un job et rester. Pourquoi? Parce que pour avoir un visa en Nouvelle-Zélande, il faut un travail. Et pour avoir un travail, il faut un visa. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Okay? Lorsque vous arrivez avec un Working Holiday Visa, et en tant que Français, vous avez la chance de pouvoir travailler 12 mois pour le même employeur, vous pouvez, la partie visa, vous n'avez pas besoin de vous occuper, vous avez seulement à trouver un travail. Et si vous trouvez un travail qui correspond à vos qualifications et à votre expérience, vous pourrez par la suite demander une extension de votre visa pour avoir un visa de travail temporaire. Et après, si vous le souhaitez, on pourra basculer sur la résidence. D'accord? Mais pour cela, il faut aussi le préparer correctement en amont. Okay? Lorsque vous faites un Working Holiday Visa, l'immigration va vous demander 4 200 $ d'argent disponible. Mais 4 200 $ d'argent disponible, si vous restez à Auckland, en un mois, ces 4 200 $ d'argent auront disparu. Okay? Donc, et dans ce mois-là, vous n'aurez pas forcément trouvé le job qui vous permettra de rester sur du long terme. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens qui ont un projet d'immigration à long terme en Nouvelle-Zélande et qui ont la possibilité d'utiliser leur Working Holiday Visa, de venir de préparer ça en amont et d'économiser pour avoir plus d'argent, pour avoir le temps d'attendre le bon travail qui va leur permettre de pouvoir rester.
quelles sont les destinations à privilégier pour la recherche d'emploi sur des postes qualifiés ou hautement qualifiés? Est-ce que Euh, c'est vraiment centralisé à Auckland? Auckland est la capitale économique, la capitale politique étant Wellington, mais je pense que Auckland reste un des points importants de recherche d'emploi, mais on a des villes comme Wellington, on a des villes comme Christchurch, on a des villes comme Tauranga, Hamilton, on a de plus en plus de... la volonté du gouvernement a été aussi de délocaliser, de décentraliser les entreprises et aussi les services administratifs. Donc, ils veulent aussi que les régions soient favorisées par rapport à l'emploi. Et si un candidat trouve un emploi en dehors d'Auckland, c'est d'autant mieux, car pour sa demande de résidence via un migrant, il aura 30 points supplémentaires. Donc, si vous pouvez trouver un job, en plus, ça serait peut-être, en plus d'avoir 30 points supplémentaires, le niveau de vie en province est moins élevé que le niveau de vie à Auckland. Donc, je pense, si les gens ont la possibilité de trouver des jobs en dehors d'Auckland, il ne faut pas qu'ils hésitent, qu'ils y aillent. Et la Nouvelle-Zélande, elle est belle partout, c'est sécurisé partout, il y a des tas de choses à faire partout, il n'y a aucun endroit où on s'ennuie en Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas qu'il faut se limiter par région, parce que par définition, à Auckland, il y aura plus d'emplois, puisqu'il y a plus d'entreprises, plus de commerce, etc., etc., mais il y aura plus de demandeurs d'emploi. Donc, effectivement, c'est la même chose partout. Autant postuler et puis étendre à partir du moment où on a fait son CV, de l'envoyer à 10 personnes ou de l'envoyer à 100, c'est exactement pareil. Donc, c'est vrai que c'est pas il ne faut pas se limiter à quelque chose de précis. Après, il faut avoir une entreprise qui correspond et un travail qui correspond plus à ses qualifications pour potentiellement, comme le disait Philippe avant, pouvoir basculer sur un work visa par la suite. Nous, on peut aider les candidats dans la recherche d'emploi à deux niveaux. On peut les aider à formater leur CV à la mode néo-zélandaise. Et si les gens sont vraiment intéressés pour rester en Nouvelle-Zélande, on peut faire aussi ce qu'on appelle un pre-assessment, c'est-à-dire qu'on va vérifier leur situation personnelle et on va vérifier les critères de l'immigration et on va regarder que tout correspond et qu'ils sont bien éligibles à avoir un visa. Ça a deux avantages, ça, c'est-à-dire que lorsqu'un candidat va se présenter à un employeur, ça va montrer à l'employeur que le candidat est motivé et que si l'employeur lui offre un emploi, il a toutes les chances d'obtenir un visa derrière. On ne peut pas garantir à 100% parce que la décision finale de l'immigration va dépendre de l'immigration. Le visa va dépendre de l'immigration. Oui, bien entendu. Très bien. Donc, nous, notre job, on est dans l'entreprise, on est 3 conseillers en immigration. Et notre job, c'est de vous dire bonjour. Vous nous expliquez votre projet. Nous, on va dire par rapport au projet comment on l'entrevoit et quels sont si c'est faisable ou pas, ou quelles sont les étapes qu'il faudra faire en amont. Si par exemple vous voulez venir étudier en Nouvelle-Zélande et que votre niveau d'anglais par exemple n'est pas suffisant, il faut peut-être commencer à parler l'anglais si vous voulez déjà venir étudier. Il y a des choses à faire en amont. Et notre job après, c'est une fois que vous avez un job et ainsi de suite, c'est de vous aider à présenter votre dossier à l'immigration pour être sûr qu'il ne soit pas refusé. Est-ce que vous avez une idée du niveau d'anglais nécessaire pour réussir sa recherche d'emploi sur des postes qualifiés en Nouvelle-Zélande? Il faut savoir parler anglais correctement. On ne vous demande pas d'avoir un Oxford English, mais on va vous demander de parler anglais à un bon niveau, de parler, de l'écrire, de le comprendre. C'est important, il faut être fluent en anglais, il faut pouvoir parler correctement. Alors aussi parce que l'anglais est une langue un peu particulière où il y a énormément de gens qui la parlent dans plein de pays différents, ce qui fait qu'il y a des accents qui sont différents, des expressions qui sont différentes. Et si on a un anglais scolaire, on va vite être perdu par rapport à ça, d'accord? Ça me permet de faire une parenthèse sur la mixité des nationalités à Auckland en particulier, mais donc en Nouvelle-Zélande. À l'heure actuelle, dans le monde, il y a 192 pays. À Auckland, il y a 213 ethnicités différentes. Donc, on est un pays multiculturel à tous les niveaux. Alors, pour revenir à la langue, parfois, ça pose encore des problèmes. Nous, ça fait 20 ans qu'on y est. Il y a encore des fois où je demande aux gens de répéter.
c'est peut-être pas très flatteur pour moi, mais c'est vrai qu'il faut s'habituer à cette langue, il faut s'habituer aux expressions, etc. Donc, avoir un anglais, je dirais, sortie bac, c'est pas suffisant. Il faut effectivement pouvoir progresser pour pouvoir prétendre à un poste de travail où on va parler avec les gens, ses collaborateurs, son patron, etc., etc. Ça me paraît basique. La question peut se retourner. Je veux dire, vous êtes en France, vous ne parlez pas bien le français, quelle chance vous avez de trouver du boulot. Enfin, il y a des choses comme ça qui se passent. Donc, dans la question importante à se poser, c'est l'objectif, savoir si simplement un an, c'est une année de césure et après vous rentrez en France. Dans ces cas, la recherche d'emploi est assez annexe, c'est pas la principale activité. La principale activité que vous allez avoir, c'est de voyager et de trouver des petits boulots qui vous permettront de payer votre voyage. Donc, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais par contre, si l'objectif est de rester à long terme sur la Nouvelle-Zélande, c'est de faire les étapes qu'on a dit auparavant, préparer financièrement son projet, parler anglais correctement, préparer son CV, faire un pré-assessment, mettre toutes les chances de votre côté dès le départ, parce que vous ne serez pas tout seul à chercher du travail. Après, un des points importants, c'est est-ce que vous êtes en bonne santé? Parce que ça peut être rédhibitoire d'avoir une maladie. Parce que l'immigration, si c'est une maladie qui risque de coûter cher au pays, vous avez toutes les chances que ce soit refusé. Okay. Est-ce que vous avez un cas judiciaire vierge aussi? Parce qu'ils ne veulent pas prendre n'importe qui. Si vous avez un cas judiciaire qui n'est pas vierge, il faut le dire dès le départ et expliquer pourquoi ça peut arriver. On peut faire des bêtises, mais il ne faut surtout pas le cacher. Ça, c'est absolument interdit parce qu'un jour ou l'autre, l'immigration va s'en apercevoir. Et si l'immigration s'aperçoit que vous avez voulu cacher quelque chose, c'est dehors. Et c'est dehors de la Nouvelle-Zélande, mais c'est aussi dehors de tous les pays du Commonwealth. Donc, c'est aussi important de ne pas vouloir tricher lorsque on fait des déclarations par rapport à l'immigration. Donc, le niveau d'anglais, rien ne va en parler. Et une des solutions aussi, c'est de reprendre des études, et rien ne vous en parlera après, je pense. Et est-ce que vous avez parlé avec votre famille? Parce que des fois, la famille, elle n'est pas d'accord où vous partiez. Si la famille, elle va trouver tous les points négatifs pour que vous restiez. Donc, il faut être fort. Soyez fort. Ouais. Donc, on va parler rapidement des différents visas. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour être sur le territoire en Nouvelle-Zélande, il faut obligatoirement un visa. On a la chance, en tant que Français, d'avoir ce qu'on appelle un visa, d'avoir une dispense de visa pour 3 mois. On n'est pas dispensé de faire le visa d'entrée, qui c'est le NZETA. C'est un visa qui vous permet de rentrer en Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est une taxe pour rentrer en Nouvelle-Zélande. Je ne pourrais pas l'appeler visa. C'est un visa quand même, parce qu'il y avait quelques questions qui sont liées à un visa. Mais c'est plutôt une taxe. Mais il faut quand même l'avoir, il est valable 2 ans. Mais après, vous devez avoir, si vous travaillez en Nouvelle-Zélande, un visa de travail. Si vous étudiez plus de 3 mois en Nouvelle-Zélande, il faut un visa d'étudiant. Si vous êtes en Working Holiday Visa, vous avez votre visa de Working Holiday Visa. Si vous voulez entreprendre en Nouvelle-Zélande, il faut un visa d'entrepreneur. Si vous visitez plus de 3 mois en Nouvelle-Zélande, il faudra un visa de visiteur. Et après, après ça, vous allez avoir un statut de résidence. OK. Très bien. Donc, on va repartir rapidement sur le Working Holiday Visa, parce que je crois qu'on en a pas mal parlé. Donc, il est limité à 12 mois, c'est ça? Il est limité à 12 mois à ce jour. Il est limité à 12 mois à ce jour, mais il n'y a pas de nombre limité pour les Français. Il y a certaines nationalités où sont limitées à 400 par an, mais les Français, c'est illimité. Et à ce jour, on a en moyenne environ 10 000 Français qui sont en Nouvelle-Zélande par an, okay, en Working Holiday Visa. L'intérêt du Working Visa, c'est si vous voulez simplement faire une année de césure, c'est l'occasion de booster votre anglais. Et sans ça, après, vous avez la possibilité de travailler. D'accord. Et Philippe, on peut, en Working Holiday Visa… Je vais interrompre par rapport à l'anglais. Oui. Ouais, je crois que j'allais aborder ça. Sébastien, je n'ai pas bien entendu. Effectivement, la personne a le droit d'étudier pendant 6 mois sur un Working Holiday Visa. On se bagarre beaucoup pour dire qu'il ne faut pas le faire, okay? Parce que
ce qu'il faut faire techniquement, si quelqu'un veut étudier 6 mois, il vaut mieux demander un visa d'étudiant qui va permettre d'ailleurs de travailler 20 heures par semaine. Mais comme ça n'utilise pas le temps du Working Holiday Visa, ce qui permet après de refaire une année et on peut faire une demande de Working Holiday Visa depuis la Nouvelle-Zélande. Okay? On n'est pas obligé d'être à l'extérieur du pays. Donc, c'est ce genre d'informations externes parce que enfin bon, on aurait peut-être dû insister là-dessus aussi au départ. Pour parler d'immigration et fait de conseiller en immigration, okay, on trouve beaucoup d'informations partout, toutes ne sont pas exactes et les informations d'ailleurs sont différentes d'un pays à l'autre. Ce qu'on va dire pour un Belge, ce qu'on va dire pour un Espagnol ou un voilà, mais ce n'est pas forcément les mêmes réglementations. Donc, tout ce qu'on peut entendre de côté, c'est vraiment important de s'adresser à des gens qui sont qualifiés et qui ont cette licence de conseiller en immigration. D'ailleurs, c'est techniquement interdit de parler immigration. Si on n'est pas licencié, ça coûte très cher en amende en Nouvelle-Zélande, semblait. Mais là, pour revenir au Working Holiday Visa, oui, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut faire la bonne démarche. Parce que ça serait honnêtement gaspillé que de passer 6 mois à l'école sur un Working Holiday Visa. Alors qu'on pourrait travailler et trouver une entreprise et pouvoir potentiellement avoir un Working Visa derrière. D'autant plus aussi que, je ne sais pas si ça se passe beaucoup en France, mais ça, on l'a vu plusieurs fois en Calédonie et à Tahiti, où des gens viennent faire des stages en Nouvelle-Zélande de 6 semaines et les écoles leur disent « Non, c'est pas grave, tu utilises ton Working Holiday Visa ». Donc, le jeune va utiliser son Working Holiday Visa qui est valable 1 an et pour 6 semaines. Parce qu'une fois qu'il est commencé, ce visa, il faut qu'il aille au bout. On ne peut pas se dire « Je fais 6 semaines ». J'arrête, je reprendrai plus tard. Non, une fois qu'il est commencé, s'il commence au 1er janvier, il s'arrêtera le 31 décembre. Okay, et s'il commence le 15 janvier, il s'arrêtera le 14 janvier de l'année d'après. Donc, absolument, il faut faire attention de l'utiliser à bon escient parce que ce Working Holiday Visa, comme je dis, pratiquement tous les jeunes qui sont en Nouvelle-Zélande à ce jour, 80% sont des jeunes qui sont résidents. 80% sont des jeunes qui sont arrivés en Working Holiday Visa et qui ont fait leurs preuves en Nouvelle-Zélande et qui après ont fait des demandes de visa temporaire et après ont fait des demandes de résidence. D'accord. Merci. Donc, nous, on a mis en place un pack Kiora qui veut dire Kiora, qui veut dire bonjour en maori, parce qu'en Nouvelle-Zélande, on ne l'a pas dit, mais il y a 3 langues officielles. Tu les connais, les 3 langues officielles, Sébastien? Alors, le maori, c'est sûr, l'anglais. Et ouais. La 3e langue officielle, non, ça m'échappe. C'est la langue des signes. Bien sûr, oui, raison. La langue des signes, et qui a été mise à l'honneur durant toute la crise du coronavirus, parce que tous les discours politiques ont été traduits en simultané par des gens qui parlaient la langue des signes. Et comme on avait une mise au point tous les jours sur la crise du coronavirus, les gens ont pu aussi découvrir la langue des signes. S'ils étaient bien attentifs, à la fin, ils pouvaient parler avec les signes. Voilà. L'initiative. Donc, notre pack Kiora, c'est pour aider les gens à faire la demande de visa. C'est aussi surtout faire un certain nombre d'opérations en amont avant qu'ils arrivent ici en Nouvelle-Zélande. Et dès qu'ils arrivent, ils ont le pied à l'étrier et pratiquement le lendemain, ils peuvent trouver un travail. Ils ont des chambres d'hôtel, ils ont une carte de téléphone. Enfin, tout est organisé pour eux. Ils n'ont plus qu'à arriver et c'est super. Ils amènent le bus qui est prévu. Enfin, tout est prévu pour eux. Voilà. Les maternelles de l'État. C'est ton domaine de l'éducation. Oui, on va parler un peu éducation avec Ariane. C'est ton sujet de prédilection. Alors, pourquoi venir étudier en Nouvelle-Zélande? Alors, je crois qu'il y a plusieurs démarches par rapport à ça. Il y a effectivement les gens, comme le disait Philippe tout au début, parler l'anglais, c'est même plus un plus sur un CV, ça devient une obligation quasiment d'avoir un CV. Alors, par rapport aux Français de France, les gens étaient attirés facilement parce que c'était à côté d'aller sur l'Angleterre, etc. Mais on reçoit alors de plus en plus de demandes de jeunes qui veulent venir ici et qui veulent étudier l'anglais. Alors, juste aussi pour en parler, ce qu'il faut savoir, c'est que le système éducatif néo-zélandais est très axé, que ce soit, je parle de l'école primaire à l'université, en parlant des écoles d'anglais, etc., est très, très axé sur l'étudiant. Tout est mis en valeur. Une anecdote ici en Nouvelle-Zélande, l'enfant commence l'école le lendemain de ses 5 ans parce que c'est un cadeau. Donc, c'est vrai que ça dénote déjà d'autres choses. Okay, c'est l'enfant qui est au centre. Donc, si votre enfant il est né le 13 juin, il va commencer l'école le 14 juin.
Donc, c'est très axé là-dessus et c'est fait pour. Et ça va de le primaire à l'université. Et d'ailleurs, moi, j'ai des jeunes, alors pas de France, étonnamment, on voit pas mal de jeunes qui ont 14-15 ans, ce qui m'a un peu étonnée. Je pensais avoir plus des gens qui pourraient être étonnés. Donc, on peut les mettre en collège, en lycée ici. L'école peut commencer n'importe quel lundi, de la durée qu'il veut, et c'est une très bonne manière, entre autres, sur juillet-août. Alors, cette année, ça sera un peu plus difficile, effectivement, mais de pouvoir passer en immersion complète dans une école avec pas d'attente particulière de résultats, mais l'intérêt de pouvoir mettre dans un collège et dans un lycée, c'est d'être immergé dans un milieu anglophone. Okay? Ce qui est important, c'est vraiment ça. Les écoles d'anglais avec qui je travaille et que j'apprécie beaucoup, il faut aussi savoir pourquoi on les choisit. C'est ça la définition du projet. À 14-15 ans, moi, j'ai envie de le mettre au collège ou en lycée en fonction de son niveau, etc., etc. L'école d'anglais, c'est plus, j'ai un objectif, je dois effectivement soit améliorer mon anglais, je dois passer un examen, un IELTS, un Cambridge, que c'est parce que je retourne en France après et dans mon CV, il faut que j'ai ce genre de critères. Ou alors, je vais rester après travailler en Nouvelle-Zélande, mais c'est sur mon anglais que je dois me projeter. À ce moment-là, l'école de langue est absolument ce qu'il faut. Donc, de nouveau, c'est une définition par rapport au projet de ce qu'il en est. Deuxième exemple, alors je vous en donne un autre parce qu'il me fait toujours rire. Je l'aime bien. Nous, on a des conseillers en orientation. Enfin, vous en avez aussi dans les lycées, les collèges. Mais chez nous, ça s'appelle des dream catchers. Et moi, je veux bien aller voir un dream catcher, un attrapeur de rêve, plutôt que d'un conseiller en orientation. Alors, c'est vrai que de nouveau, ça dénote de l'enfant au centre et du bien-être de l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration aussi peut aider à l'expatriation. C'est vraiment important. On est passablement de familles, l'éducation, je n'ai pas dit l'éducation, mais je bafouille. Allez, l'éducation est un bon moyen de rentrer aussi. On est passablement de familles. Quand une famille veut immigrer, alors on imagine la famille un peu monsieur, madame, 2 enfants, 3 enfants, qui veulent immigrer très souvent, ils ont, allez, on va dire entre 35 et 50 ans, il y a une idée de changement de vie aussi. Il y a une idée d'offrir quelque chose aux enfants. Les enfants sont souvent moteurs de ça. On veut offrir autre chose à ses enfants. Et on a d'ailleurs d'autres familles qui parfois utilisent les enfants comme excuse pour ne pas le faire. Mais les enfants, ce n'est jamais un handicap. C'est effectivement un atout majeur parce que l'enfant au niveau de l'école va aider à l'intégration. Et c'est eux qui vont faire en sorte que le réseau s'étend et que les gens se connaissent. Donc les enfants, arrêtez de les utiliser comme excuse. Et puis, c'est en fait quelque chose de fabuleux que vous pouvez leur offrir. Alors, la manière dont on aide à immigrer, c'est qu'on imagine cette famille et un des adultes est prêt à ce moment-là à refaire des études. Et nous, on a beaucoup de familles qui, soit parce qu'ils ont des professions qui ne peuvent pas être adaptées. Ici, on a par exemple un notaire qui a immigré avec sa famille parce que un notaire, honnêtement, ça ne sert à rien ici parce qu'on n'a pas ce principe-là au niveau des lois, etc., etc. Et là, il refait un master en management parce qu'il a un autre projet de vie. Et là. Donc, c'est ça. Il y a un adulte qui refait un master. Alors et puis, le partenaire de cet adulte obtient un open work visa. C'est-à-dire que lui, il peut travailler, il peut faire ce qu'il veut. D'accord? On n'a pas besoin de prouver qu'on a trouvé personne, etc. C'est ouvert. Et l'école pour les enfants est gratuite. Enfin, il y a l'équivalent des néo-zélandais, c'est-à-dire à peu près 300 € à l'année. Donc, c'est considéré comme gratuit. Donc, effectivement, le master, par contre, ça, et c'est sûr, les études pour les étrangers, donc dans mon exemple pour le master, sont chères. On est probablement autour d'un 30 000 €, 35 000 € à l'année et demie pour un master. Donc, c'est un investissement. Ça fait partie du projet. Et je comprends bien aussi que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Mais c'est important pour moi de signaler que cette formule existe et que c'est une possibilité. Donc, voilà, il peut y avoir plein d'aspects. C'est pour ça que quand on écoute les gens, on a besoin d'avoir leur projet. Quand les gens nous contactent, ils pensent à immigrer sur leur profession, ils pensent à chercher du travail, ils pensent rarement aux études. Et finalement, on a beaucoup de gens qui profitent de cette opportunité pour changer de profession, pour changer de voie, pour faire quelque chose qui leur plaît. Parce que bon, comme beaucoup de gens, on est rentré dans une vie, on n'a pas trop réfléchi, on a continué, on a un boulot, on s'y est accroché. Et puis finalement, d'avoir cette ouverture-là, c'est à ce moment-là qu'ils la mettent en place. Donc, il faut vraiment y penser par rapport à ça. Donc, c'est un vrai tremplin. Un vrai tremplin.
C'est un vrai tremplin parce que c'est un tremplin qui permet, après, comme on est formé en Nouvelle-Zélande, c'est des choses qui amènent des points pour cette résidence qu'on va chercher, etc., etc. C'est plus facile. Il y a tout un réseau au niveau des universités, des futurs employeurs, etc., etc. Allez voir un employeur en lui disant, je suis français, mais j'ai aussi une formation néo-zélandaise, donc j'ai une double vue des problèmes, j'ai une double expérience. Vous êtes forcément intéressant sur le marché. Et en plus, en sortant de cette période d'étudiants, ils obtiennent, enfin pas automatiquement par la demande, mais ils ont droit à un post-study Open Work Visa de 3 ans, c'est-à-dire qu'après les études, systématiquement, il y a 3 ans qui est donné, et pendant ces 3 ans, sur le principe, c'est qu'on peut faire la demande de résidence, et une fois qu'on a la résidence, on n'est plus sur des visas. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse comme ça. La résidence, ce n'est pas un visa, c'est un statut. C'est ça qui est important. On est obligé de rester sur un visa. On est obligé d'avoir un visa tant qu'on n'a pas la résidence. Une fois qu'on a la résidence, on peut rester en Nouvelle-Zélande globalement sans contrainte. Et au bout de 5 ans de résidence, alors on peut demander la citoyenneté. Très bien. Donc vraiment, nous, c'est un peu le même principe que sur l'immigration. On vous écoute, on voit ce que vous voulez faire, mais en fait, on vous guide après dans le processus. On va vous présenter des écoles avec qui on travaille, mais notre projet, il est basé sur vous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous me dites, moi, je veux faire un master sur l'élevage des saumons en Nouvelle-Zélande, on va chercher, et ma collaboratrice rigole, mais c'est hyper important, et c'est important parce que tous les gens qui font ce master finissent par un boulot, 100%, ce qui est quand même assez fabuleux. Donc, non, il y a des choses comme ça. C'est pour ouvrir un petit peu l'esprit sur tout est possible, toute formation est possible. Et puis, donc là, nous, vous avez un projet, ben voilà, je suis passionnée d'aquaculture, etc. On cherche l'école qui va conduire à cette formation-là, d'accord? Parce que notre client, ce n'est pas l'école, on ne va pas vous vendre une école. Le client, c'est vous. C'est de la personne qui nous contacte et c'est pour eux qu'on travaille. Et puis, on va mettre en place, c'est-à-dire qu'on va définir le projet, quels sont les critères, quel est le niveau d'anglais nécessaire. Parce que pour toutes les formations, le niveau d'anglais n'est pas le même. Si vous voulez faire du business, si vous voulez faire psychologue, on ne va pas vous demander le même niveau d'anglais de base. Donc, ça va être remise à niveau d'anglais, inscription à l'école, tout le soutien qui va autour de la famille, enfin, de voir ce qu'il est. On prend le projet de A à Z. Et en général, on est même à l'aéroport quand les gens arrivent. Mais ça, c'est parce qu'on finit par les aimer, alors on y va. Ça consiste à être là et avec eux, alors que ce soit un gamin qu'on nous envoie tout seul ou que ce soit une famille qui immigre, c'est exactement le même principe. Pour les mineurs, d'ailleurs, on sert de guardian ici, c'est-à-dire que d'adultes référents ici et que les écoles peuvent contacter s'il arrive quoi que ce soit, etc. etc. D'accord. Yes. Alors, les stations linguistiques, alors on en parle, je vais faire brièvement. Il y a les cours d'anglais, je vous l'ai dit avant, quelle est la raison, pourquoi on en fait, etc. etc. Pour les Calédoniens et Tahitiens, on a aussi des programmes pour les plus jeunes où c'est anglais le matin, activité l'après-midi. Ça leur fait permettre de faire des choses un petit peu plus de type vacances. Et on arrive aussi à, alors de nouveau plus pour les Tahitiens et Calédoniens parce qu'ils viennent pour des séjours plus courts. Les Français ne vont pas forcément venir pour 3-4 semaines. En général, avec le trajet, ça fait un peu plus long. On offre aussi une immersion complète en famille, c'est-à-dire qu'on oublie l'école d'anglais, on les met dans une famille d'accueil, et soit alors, potentiellement au lycée aussi, ou pendant les vacances avec une famille qui passe en vacances avec eux. Donc, vous avez un réseau de familles vers lequel vous vous tournez pour placer les candidats. Absolument. Et puis alors, Claire, c'est pas les familles d'accueil, c'est pas que pour les petits jeunes. Hein. Mon étudiant le plus mature qui a été en famille d'accueil, il avait 84 ans. Donc, on a un peu de marge quand même, la plupart d'entre nous. Donc, c'est aussi possible. Et nous, moi, j'aime cette formule famille d'accueil parce que ça permet de partager la culture, de rencontrer des gens, c'est important, et de communiquer. Parce qu'un gamin qui est en école de langue, forcément, par définition, ses camarades vont être étrangers. Sinon, ils ne seraient pas en école de langue, d'accord? Et ce n'est pas les Néo-Zélandais qui vont dans une école de langue. Donc, pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait un endroit où il n'y a que l'anglais qui est parlé de manière correcte. Donc, il faut cette famille d'accueil. Après, si c'est des séjours qui sont plus longs, on peut le faire pour le commencer et puis le faire moins après. Il y a des choses qui sont adaptables par rapport à ça, OK? De nouveau, tout est possible. OK. Là, on est passé sur la slide sur les stages. Il est possible de faire des stages en entreprise aussi en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est aussi à choisir. Il y a beaucoup d'écoles en France qui exigent ou qui demandent sur leur CV un stage à l'étranger. Donc, c'est des choses qu'on peut faire ici, qu'on peut mettre en place ici. De nouveau, on va vraiment insister très, très fort, ce que Philippe a évoqué tout à l'heure.
Ne jamais, jamais, jamais utiliser son Working Holiday Visa pour faire un stage. OK? Ce n'est pas le bon visa et il y a un visa qui existe pour ça. D'accord? Donc, ne touchez pas votre Working Holiday Visa si c'est un stage dans le cadre d'une formation. OK? On est ingénieur, on doit faire 6 mois à l'étranger. Il y a un visa pour ça. Les écoles vont probablement vous dire qu'il faut du Working Holiday Visa parce que c'est simple. L'école, ça ne leur pousse pas de soucis. Vous faites ça en ligne, ils vous filent ça dans les pattes, mais en fait, c'est vous handicaper plus qu'autre chose. Il y a un visa spécifique, il faut faire ce visa spécifique. C'est vraiment important. Après, nous, c'est des choses où on peut vous aider par rapport au stage. On travaille avec des gens qui ont un réseau d'entreprises qui peuvent potentiellement aider et on peut monter un dossier avec ces gens-là pour vous aider à trouver un stage ici en Nouvelle-Zélande. Hop, on va cliquer sur le suivant. Merci. Formule de demi-au-pair aussi rapidement, on peut venir. Hein. C'est beaucoup plus économique parce qu'on est placé dans une famille, on touche même l'équivalent d'à peu près 40-50 € par semaine en plus, mais ça coûte beaucoup moins cher. La pension complète et puis il faut que ce soit 14 semaines au minimum et il faut quand même qu'il y ait un bout de niveau d'anglais au départ. Okay, on ne peut pas venir être famille d'accueil sans avoir du tout l'anglais, puisqu'on va s'occuper des enfants et potentiellement parler à d'autres. Donc, il faut avoir un minimum d'anglais. Et une expérience avec les enfants est préférable, presque indispensable. Le permis de conduire peut être important sur la sélection aussi, parce que Auckland, Auckland ou ailleurs, on est vite en voiture, c'est étendu. Pour l'anecdote, Auckland est quoi, la 5e plus grande ville au monde ou quelque chose comme ça, sur 200 km sur 80. Donc, on a un petit centre-ville ridicule qui est derrière nous. Et puis, mais après, ça s'éteint terriblement. Donc, une voiture, c'est important. Aussi, un programme à regarder, parce qu'économiquement, c'est intéressant. Du coup, la majorité en Nouvelle-Zélande, c'est 18 ans? C'est 18 ans, mais enfin, il y a majorité et majorité, ça dépend quoi, c'est un peu par étapes. Il y a des choses un peu qui peuvent paraître, par exemple, le permis de conduire, on peut le commencer à 15 ans. Voilà, il y a certaines choses qui sont décalées. La majorité juridique, elle est à 20 ans. La majorité juridique est à 20 ans, mais la majorité normale est à 18 ans. Après, c'est vrai que lorsque les jeunes arrivent, on leur demande aussi de faire une ID de plus de 18 ans. Ça leur évite d'avoir leur passeport en permanence avec eux, mais qu'ils puissent prouver qu'ils ont plus de 18 ans, parce que pour entrer dans un bar, on va leur demander leur ID, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses aussi à faire dès le départ, et pas se promener en permanence avec son passeport. Le permis de conduire, si les gens peuvent arriver avec un permis international, c'est mieux que s'ils veulent louer une voiture. Bien sûr. Comme il est là maintenant, c'est cool. Donc, juste avant de laisser partir sur le business, donc de nouveau l'éducation, c'est plus, imaginez qu'il y a des projets qui sont possibles, probablement plus que ce que vous croyez. Donc, c'est plus nous contacter et voir en fonction de ça. Et là, on met effectivement, de nouveau en fonction de vous. OK? Si vous nous dites on ne veut pas Auckland, on veut temps, etc., on fait en fonction des clients. Oui, là, vous avez ouvert le champ du possible, en tout cas, avec différents projets possibles. Et donc, en fonction de la situation du candidat, vous pouvez vous adapter et voir quelle est la meilleure solution. Absolument. Non, très bien. Alors, donc là, maintenant, on va parler de la partie business, c'est bien de pouvoir faire du business en Nouvelle-Zélande, parce que c'était un des pays qui était élu un des pays les plus intéressants pour faire du business. C'est un pays qui est en croissance, qui était en croissance avant le Covid. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entreprises sont des petites entreprises, donc je pense qu'on va rapidement sortir de cette crise. Créer une entreprise, c'est 20 minutes sur Internet, donc c'est assez simple. Le principe au niveau de l'administration, c'est commencer votre business, concentrez-vous sur votre business et dans un an, on viendra vous voir pour tout ce qui est administratif et ainsi de suite. En revanche, si vous devez avoir un business qu'il faut une licence pour exercer, il faut faire toutes les choses en amont. D'accord? Mais c'est assez simple de façon administrative pour la création d'un business, pour l'enregistrement au niveau des impôts, pour l'enregistrement au niveau de la TVA. Au niveau des salaires, c'est assez simple. Il y a beaucoup de choses qui sont assez simples en Nouvelle-Zélande. Au niveau de la fiscalité, par exemple, quel que soit le niveau de revenu,
pour les entreprises, on est taxé à 28%. Okay, y a pas, dès le premier dollar, on est à 28% et il y a pas mal de choses qui sont intéressantes au niveau fiscal. Beaucoup d'entreprises françaises se sont installées. Au mois d'octobre, il y avait une délégation du MEDEF qui est venue en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et le MEDEF a montré, certains membres du MEDEF ont montré leur intention de revenir en Nouvelle-Zélande pour investir en Nouvelle-Zélande et racheter d'entreprises. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays neuf, c'est un pays qui a 200 ans. Donc Vinci, à ce jour, qui est sur Auckland, est là pour construire le métro d'Auckland. Il n'y a pas le métro à Auckland, donc ils sont là pour faire ça et d'autres travaux d'aménagement local. Donc, c'est pour ça que les grosses entreprises françaises sont aussi présentes sur le territoire. Alors, Philippe, une petite question que tu viens de dire. On peut créer une entreprise en 20 minutes sur Internet. Oui. Donc, une vraie facilité pour la création d'entreprise. Maintenant, quels sont les fonds nécessaires pour justement créer une entreprise en Nouvelle-Zélande? Parce que c'est rapide, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour créer un business? Du tout. Donc là, il y a deux choses qu'il faut regarder. Il y a le côté immigration et le côté création d'entreprise. Là, je parle de la création d'entreprise. On a besoin de 45 $ pour créer une entreprise. D'accord. Okay. 45 $. Le 45 $ va correspondre au fait que tu vas réserver un nom pour ton entreprise. La création d'entreprise coûte 45 $ et c'est la réservation du nom. Après, on n'a pas besoin d'avoir de capital. C'est pas comme en France, si on fait une SARL qui coûte 50 000. Oui, voilà, en Nouvelle-Zélande, on n'a pas besoin de capital. Okay, on a des shares et on peut mettre des shares qui valent $1 et puis c'est tout. On n'a pas besoin, c'est pas lié à un capital. Et généralement, les shares ne sont pas très évalués parce que c'est des limited et on est limité à l'investissement. On est responsable de l'investissement que l'on a fait. Donc, c'est ça qu'on a toujours des investissements petits. Okay, donc, après, il ne faut pas confondre avec le fait de créer une entreprise dans un projet d'immigration. Et là, c'est un peu différent. Là, c'est pour des gens qui sont, comme disait tout à l'heure Ariane, des gens qui sont en Nouvelle-Zélande sur un visa d'étudiant. Le ou la partenaire peut créer son entreprise parce qu'ils ont un work permit open. Un working holiday visa peut aussi créer son entreprise. Mais il faut savoir qu'à la fin, il va transformer son entreprise sur quelque chose de plus pérenne, il faudra qu'il revende son entreprise. D'accord? Ou qu'il la cède. Donc, c'est possible, on peut créer son entreprise. De là à que ça ouvre sur un projet d'immigration, ça peut, mais il va falloir respecter les conditions, que ce soit dans un secteur innovant, que ce soit une entreprise en croissance et qui ait aussi un potentiel d'export. D'accord? Et pour certaines entreprises, il faudra aussi un capital de 100 000 $. Un apport de 100 000 $. Ce n'est pas du capital, mais c'est un apport de 100 000 $ qui va permettre d'acheter du matériel et aussi de couvrir les salaires aussi. Merci pour ta réponse. Juste précédemment également, tu évoquais le fait que, en octobre dernier, vous avez eu quelques entreprises françaises accompagnées du MEDEF qui se sont présentées donc, en Nouvelle-Zélande et également en Australie. Moi, j'ai une question. Pourquoi aujourd'hui, il y a finalement pas beaucoup d'entreprises françaises implantées en Nouvelle-Zélande? C'est quoi? C'est la distance? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Comme je te disais, je sais pas, Pernod Ricard, par exemple, Pernod Ricard est le premier distributeur de vin en Nouvelle-Zélande. LVMH a racheté Cloudibay. Il y a L'Oréal, il y a l'Air Liquide, il y a Geodis, il y a donc il y en a de plus en plus. Mais il y en a de plus en plus, parce que la Nouvelle-Zélande est aussi un pays, comme je viens de le dire, où il est facile de créer de l'emploi et de faire du business. C'est ça. Et c'est un pays qui est en construction, c'est un pays qui manque cruellement, notamment pour les entreprises comme Vinci qui sont là, qui manque cruellement d'infrastructures.
l'infrastructure routière, l'infrastructure de développement. C'est pour ça que les grosses entreprises font, là, ils sont en train de faire le métro avec Soletanche-Bachy parce qu'ils ont déjà une expérience au niveau mondial pour ça, quoi. Et les gens, le MEDEF était là parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la France a remporté le contrat de la construction de sous-marins nucléaires australiens et qui va se passer à Adélaïde. Donc, c'est pour ça que Naval est aussi présent. Il y a aussi Veritas qui est aussi présent en Nouvelle-Zélande aussi. Il y a aussi le fait que c'est un petit pays et les entreprises viennent pour tester le marché. Parce que ça permet de tester un marché à une dimension relativement petite. Et donc, c'est vraiment une plateforme qui est utilisée par beaucoup d'entreprises. C'est un échantillon représentatif. C'est un échantillon représentatif sur une petite population. Mais au niveau statistique, on a pratiquement, comme disait tout à l'heure Ariane, toutes les nationalités représentées en Nouvelle-Zélande. Et donc, ça peut permettre d'avoir un échantillon statistique assez intéressant. Super. Très bien. Et en plus, pas mal d'entreprises sont déjà présentes en Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est notre proche voisin. Voilà, c'est à 2h30 d'avion à la Calédonie. Et c'est vrai que l'économie mondiale a tendance à basculer maintenant de ce côté de l'hémisphère. C'est l'hémisphère sud qui est en train d'avoir le pas sur l'hémisphère nord au niveau économique. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont intéressées par le rachat, et généralement, c'est par le rachat d'entreprises déjà locales ici en Nouvelle-Zélande. Super. Merci. Donc, après, pour donc les autres visas pour entreprendre, c'est le cas du Partnership Work Visa. Le Working Holiday Visa, je viens d'en parler. Et là, pour obtenir la résidence, c'est un autre chemin pour ce visa qui s'appelle Entrepreneur Work Visa. Et c'est là que vous devez créer une entreprise qui doit être en croissance, innovante, avec un potentiel d'export. Et vous avez une première période où vous créez l'entreprise et vous avez 2 ans d'observation et au bout de 3 ans, on vous accorde ou pas votre résidence. Après, il y a d'autres visas qui sont là, qui sont des visas d'investisseurs, mais je ne pense pas que ça concerne le public que l'on a ce jour. Super. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, je pense que Sébastien, tu vas conclure par d'autres slides. Si vous avez besoin de nous contacter, là nos coordonnées. Et après, s'il y a des questions, on répondra avec plaisir à la fin de l'intervention de Sébastien. Donc, à toi, Sébastien. Là, vous avez les coordonnées de Philippe, d'Ariane et également mes coordonnées mail. Alors, je vais conclure simplement cette présentation avec quelques informations. Donc, c'était tout à l'heure, là, vous devez juste voir mon écran a priori. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'offre de service mobilité internationale de Pôle emploi. Comment on peut vous accompagner dans vos démarches. Donc, je vais repasser sur les quelques slides que vous avez vus en introduction, en début de présentation. Voilà, et comme le disait à l'instant Philippe, on va avoir le temps également de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, vous avez la possibilité de nous écrire directement dans le chat du Facebook Live. Donc, vous dire quoi? Vous dire d'abord merci Philippe, parce que c'était très intéressant de voir tout ce panel, toute cette offre de services de New Zealand Services, ce que vous pouvez offrir aux candidats. Et c'est vrai que ça compte beaucoup parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup de porteurs de projets vers la destination Nouvelle-Zélande et que certains, eh bien, ils ont des projets, mais ils ne savent pas comment les réaliser, ils ne savent pas comment aller jusqu'au bout de cette envie de mobilité vers la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que votre panel de services, eh bien, c'est très intéressant et enrichissant aussi pour nos candidats, donc merci beaucoup. Nous, à Pôle emploi, nous avons une offre de services. Il faut savoir que c'est assez peu connu, mais en tout cas, on fait en sorte de développer la connaissance auprès de Pôle emploi, de nos équipes spécialisées, puisque nous sommes 7 équipes spécialisées sur le territoire français et nous travaillons
Eh bien, tout simplement, sur la mobilité en Europe, mais également à l'international, nous travaillons vers des destinations telles que la mobilité vers le Canada, vers l'Amérique latine, vers l'Océanie ou encore l'Asie, et un grand nombre de pays d'Afrique également, ou des pays du Moyen-Orient. Donc, nous accompagnons des candidats. Nous avons une offre de service qui intègre à la fois l'accompagnement des candidats, mais également des entreprises. Donc, nous avons des entreprises néo-zélandaises qui passent par nos services pour publier leurs offres d'emploi et pour les accompagner dans leurs besoins de recrutement. Donc, ça, c'est important de le savoir puisque sur le portail de pôle emploi.fr, vous avez la possibilité de retrouver toutes les offres d'emploi que nous publions pour le compte d'entreprises internationales et qui passent par nos services pour les appuyer et les accompagner dans leurs besoins de recrutement. Donc, n'hésitez pas, vous, candidats à la mobilité internationale, à consulter notre portail pôle emploi.fr pour voir si éventuellement il y a des offres d'emploi qui correspondent à vos critères de recherche. Nous mettons en place, comme je vous le disais à l'instant, un accompagnement pour les entreprises, mais également pour les candidats. Donc, nous avons de nombreux candidats et aujourd'hui quasiment 8000 candidats pour la mobilité internationale. Donc, nous les accompagnons pour une durée maximale de 12 mois et c'est ce que disait tout à l'heure Ariane, c'est-à-dire qu'un projet de mobilité à l'international, ça se prépare, c'est une stratégie complète. Donc, à la fois, Pôle emploi vous accompagne, mais également notre partenaire New Zealand Services vous accompagne également dans ces démarches pour travailler un projet complet qui va correspondre au mieux à vos attentes pour la mobilité internationale vers cette destination Nouvelle-Zélande. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services également pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Et donc, nous, pendant ces 12 mois d'accompagnement, nous allons vous donner des informations sous forme de webinaires sur la mobilité internationale, sur les conditions d'accès au marché du travail, sur les secteurs porteurs. Donc, on va vous donner des informations générales pour que vous puissiez vous appuyer sur ces infos et bien, travailler au mieux votre projet de mobilité à l'international. Donc, par exemple, nous avons un webinaire qui est dédié sur la mobilité en Nouvelle-Zélande, mais également sur l'Australie ou encore sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour y participer. Et la méthode. Tout à l'heure, Ariane, Philippe, vous évoquiez le fait que voilà, ça se travaille et qu'il faut avoir une méthode pour ce projet de mobilité. Eh bien, également, nous essayons avec vous de travailler la méthode, la stratégie. Voilà, quelle stratégie? Alors, ça peut être une stratégie digitale. Comment eh bien, utiliser les réseaux sociaux professionnels dans sa recherche d'emploi et dans le travail du projet. Et également, un atelier qui est important, c'est l'interculturalité. Donc, Ariane, tout à l'heure, tu disais, il y a plus de 200 ethnies à Auckland, c'est ça? Donc, comment, c'est quoi? Pardon, excuse-moi? 213. 213. Eh bien, ça veut dire quoi vivre en Nouvelle-Zélande? Voilà, ça veut dire quoi? Donc, ça aussi, on essaie de travailler avec nos candidats et de leur faire comprendre eh bien, que demain, un projet de mobilité à l'international et encore plus en Nouvelle-Zélande, eh bien, il va falloir faire preuve d'humilité. Tu es d'accord avec ça, Ariane? Oui, je pense que d'ouverture, je crois qu'il faut être ouvert et puis accueillir ce qui vient et quelque part à se lancer un bout. Mais franchement, se lancer en Nouvelle-Zélande, le risque n'est pas énorme. Les gens adorent ce pays. Et après, alors c'est vrai que ça fait peur parce qu'on quitte sa zone de confort, mais les avantages derrière sont innombrables. Oui. Donc voilà, donc travailler la méthode. Alors, les conditions, rapidement, pour être rattaché à un conseiller d'une équipe mobilité internationale, j'ai envie de vous dire, la première condition, c'est être inscrit en tant que demandeur d'emploi. Ça, c'est la première condition. Et ensuite, on va vous demander de prioriser une zone ou un pays. Voilà. Donc, peut-être d'avoir un plan A, peut-être la Nouvelle-Zélande, un plan B, la Nouvelle-Calédonie, vice-versa. Donc, ça, on va vous demander quand même de prioriser une destination, une zone. Également, on va travailler avec vous pour identifier vos atouts. Quelles sont vos compétences? Voilà, tout à l'heure, Philippe, tu évoquais le mot qualification, compétence. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir les bonnes qualifications et les bonnes compétences pour répondre aussi au marché du travail en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, on va travailler ensemble ces conditions-là
et on va vous permettre également d'avoir l'autonomie digitale. Donc, nous avons différents parcours sur la stratégie digitale pour également répondre à ce besoin aujourd'hui de nos candidats qui ont besoin d'améliorer en tout cas une stratégie digitale pour leur recherche d'emploi. Donc, le conseiller équipe mobilité internationale de Pôle emploi, il va travailler la globalité du projet avec vous et il va essayer de vous conseiller au mieux dans toutes les démarches que vous devrez réaliser. Donc, il y a des étapes, hein, bien entendu. Tout à l'heure, je l'évoquais en introduction. Je pense qu'il faut être motivé. Voilà. Si vous êtes motivé, j'ai envie de dire que oui, vous réussirez à votre projet de mobilité à l'international. Il faut être motivé, il faut être bien conseillé. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Ariane l'évoquait à l'instant, il faut de l'ouverture d'esprit. Ce sont des compétences personnelles qui sont pour moi indispensables pour réussir son projet de mobilité à l'international. Et également, il faut savoir s'entourer. Le réseau, c'est important. Et il faut savoir s'entourer et écouter. Écouter les personnes qui ont eu l'expérience de partir travailler plusieurs années à l'étranger ou qui vivent encore et bien s'entourer, avoir un bon réseau. Donc, c'est une stratégie globale. Donc, en résumé, pourquoi on part travailler en Nouvelle-Zélande? Eh bien, on y va pour se former, n'est-ce pas, Ariane? Et ça, tu l'as évoqué. Non, c'est une option. On y va également pour travailler, on y va pour des raisons personnelles, comme pour suivre son conjoint. Et on y va pour avoir une nouvelle expérience de vie, pour se redonner une dynamique, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est véritablement une terre qui peut vous offrir ces différents projets. Et c'est vrai que le titre de notre webinaire aujourd'hui, c'est un monde d'opportunités. Je pense que la Nouvelle-Zélande, c'est véritablement un monde d'opportunités. Donc, on espère que la situation va s'améliorer, la situation mondiale va s'améliorer le plus rapidement possible et que vous tous, les candidats, vous puissiez de nouveau voyager et de nouveau profiter de ces belles expériences professionnelles en Océanie, en l'occurrence. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite. Et n'hésitez pas à contacter l'équipe mobilité internationale de Pôle emploi, donc l'adresse email emi1@pôleemploi.fr si vous avez besoin donc de conseils concernant votre projet. Et je vais laisser la parole à Ariane et à Philippe pour la séance, puisque également vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez. Voilà, donc on a reçu. Merci Sébastien. On a reçu quelques questions, donc on va y répondre. Qui, je pense, avait un working holiday visa qui devait s'arrêter. Ces projets ont changé. Philippe, le son ne fonctionne pas. Il y a quelques coupures. À ce jour, on ne sait pas à cette. Okay. Ça va revenir. Ça va mieux le son là? Ça revient. Okay. Donc oui, pour répondre à Alexis, à ce jour, on n'a pas eu d'instruction pour savoir quand les frontières seront rouvertes. Donc, quand on aura cette information-là, on saura si vous pouvez faire ce qu'on appelle des variation of condition, arriver en Nouvelle-Zélande, mais à ce jour, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un Working Holiday Visa commence le jour où vous arrivez en Nouvelle-Zélande. OK? C'est la question d'Alexis, c'était dans ce sens-là. C'est dans ce savoir, parce que je pense qu'il va avoir 31 ans en février. Voilà. Donc, pour arriver la veille de son anniversaire des frontières ou plus tard. Le Working Holiday Visa commence quand vous mettez le pied en Nouvelle-Zélande. Elle devra refaire une formation ici en Nouvelle-Zélande et c'est pas sûr que cette formation lui permette de rester à long terme en Nouvelle-Zélande. Ça, il faudra plutôt nous contacter. Oui, il faut aller plus spécifiquement par rapport à ça parce qu'effectivement, c'est des professions qui sont registered, qui doivent être registered. Il y a des cours qui permettent ça, mais enfin, il y a tout un processus à faire avant. Donc, je pense que c'est
pas impossible, mais il faut qu'on en parle. Mon anglais n'est pas très bon, c'est pas très grave. Là, c'est pas très grave dans l'agriculture. L'anglais, c'est pas ce qui va être le primordial. Ce qui va être primordial, ça va être surtout votre envie de travailler. Okay. Vous m'entendez là? Oui, là, oui. Si tu restes fixe, oui, on t'entend. D'accord. Impossible. Gilles, oui. Est-ce qu'il y a un programme d'abord pour apprendre la langue? Plus interaction rapide. Oui, on peut vous aider par rapport à ça. Donc, contactez-nous et on pourra vous aider dans les écoles de langue. Mais surtout, ne prenez pas votre Working Holiday Visa avant de venir en Nouvelle-Zélande. Parce que vous pourrez le faire aux demandes de Working Holiday Visa quand vous êtes en Nouvelle-Zélande. Donc, venez en Nouvelle-Zélande sur un visa de touriste. Si vous êtes français, vous avez le droit de venir pendant 3 mois sans demande de visa. Et après, on pourra faire la demande de Working Holiday Visa sur place en Nouvelle-Zélande. Et on pourra vous aider à trouver la bonne école en Nouvelle-Zélande. Je reviens là-dessus parce que j'avais un webinaire aujourd'hui avec l'immigration en Nouvelle-Zélande. Si vous venez sur un visa de visiteur, il faut avoir un billet de sortie de la Nouvelle-Zélande dans les 3 mois. Okay, donc, vous ne pouvez pas venir en disant bah, j'y vais 3 mois puis après je demanderai quelque chose. Il faut un billet de sortie du pays, c'est important. Okay. Et l'autre chose qui était assistée aujourd'hui au niveau de l'immigration, c'est que parfois on a des gens qui viennent en visiteur mais qui ont vraiment l'intention d'étudier après. Les allusions qui étaient faites aujourd'hui sur ce webinaire que j'ai suivi, c'est que l'immigration, comme l'intention elle est d'étudier, va devenir de plus en plus strict pour que le visa soit un visa d'étudiant et pas devenir sur un visa visiteur. Je veux dire, ils vont être un peu plus à l'affût. Alors, ça ne va pas être maintenant parce qu'ils sont vraiment préoccupés par plein d'autres choses, mais c'est quelque chose quand ils vont le faire. Pour l'immigration, c'est l'intention qui compte. Elle peut voyager, mais si c'est pour travailler, il faudra qu'elle demande aussi un visa en Australie. Okay. Benjamin, qui est en situation de handicap, il a un master. S'il trouve un travail ici en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a aucun souci que les gens soient handicapés, c'est pas un souci. Et je pense que c'est même accentué en Nouvelle-Zélande pour faciliter l'accès à l'emploi aux handicapés. Il y a Aurélia qui demande pour le Working Holiday Visa, y a-t-il un âge maximum pour le demander? Il faut le demander dans la baisse de 31 ans. Pour rentrer en Nouvelle-Zélande, il faut le demander avant, hein, il y a quelques temps pour rentrer, ouais. Mais le dernier jour pour poser le pied en Nouvelle-Zélande, c'est la veille des 31 ans. Vous pouvez nous contacter sur le site Facebook et prendre un rendez-vous. On a des rendez-vous organisés tous les jours entre 9h et 11h. On fait des rendez-vous Skype ou WhatsApp tous les jours entre 9h et 11h. Il faut juste prendre un rendez-vous quand vous êtes sélectionné. Okay. Sylvain, il est ingénieur agroalimentaire, 7 ans d'expérience, j'ai 32 ans et je peux plus léger au PVT. Je cherche du travail en Inde depuis la France via Seek et LinkedIn. Le recrutement à distance vous semble-t-il possible? Je pense que oui, ça, c'est des choses qui sont possibles, mais il serait intéressant pour Sylvain de nous contacter en message privé et on lui expliquera la démarche pour faire ça, parce qu'il y a une démarche en amont qui est aussi importante à faire, et notamment d'avoir un CV aux normes néo-zélandaises et d'avoir un pre-assessment que l'on peut faire nous, qui va rassurer les employeurs. On peut aussi faire une préparation aux entretiens. C'est aussi important. La candidature n'est pas traitée de la même manière ici qu'elle peut l'être en France. Leïla, vous parlez de nous en tant que clients. Vos services sont-ils payants? Oui, nos services sont payants parce que c'est du temps et on n'est pas payé par un État, on n'est pas payé par un organisme. Donc, c'est les gens qui font appel à nous qui doivent payer. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire de travailler avec des gens comme nous. Si vous avez les compétences de le faire tout seul, vous êtes les bienvenus à le faire tout seul.
Gilles, j'ai déjà un permis NZ. Est-il possible de faire valider mon nouveau permis PL pour pouvoir travailler? Bah, s'il est valide ici, oui. Euh, Avez-vous des programmes d'intégration dans les entreprises françaises? Ben non, vous pouvez simplement postuler aux entreprises françaises, mais il n'y a pas de programme spécifique pour les entreprises françaises. Et ah oui, une chose importante qu'on n'a pas parlé, mais qu'on va quand même préciser, l'emploi ici en Nouvelle-Zélande est en priorité réservé aux locaux. C'est si vous devez travailler en Nouvelle-Zélande, c'est que l'offre d'emploi a été soumise au marché de l'emploi local et que personne n'ayant pris ce travail-là, il est offert à l'immigration. Mais si quelqu'un a un résident ou un citoyen peut travailler, peut prendre ce job-là, ben, vous n'êtes pas prioritaire. Donc, il faut déjà, ça c'est aussi important à savoir, c'est parce que vous arrivez de l'immigration que vous êtes prioritaire pour un job. La priorité est donnée à l'emploi local ici en Nouvelle-Zélande, comme en Australie, comme à Tahiti, comme en Nouvelle-Calédonie. C'est l'emploi local qui prévaut et ensuite on prend des gens de l'extérieur. C'est vrai que souvent, au début des entretiens, les gens, ils ont envie, ils ont un projet, etc., mais ils voient ce qu'ils vont amener à la Nouvelle-Zélande. Mais c'est ça qu'il faut voir. C'est pas ce que la Nouvelle-Zélande va leur amener, en fait. Parce que souvent, ils disent, on va venir là, parce que la qualité de vie est sympa, parce que tout ça. Mais la question à se poser, qu'est-ce que moi j'amène à la Nouvelle-Zélande? Et c'est sous cet angle-là qu'il faut voir les choses. À votre formation. Et il faut aussi, comme je le dis à l'instant, que le travail ne soit pas pris par un Néo-Zélandais ou un résident. Okay. Et est-ce que c'est aussi compliqué que le Canada? Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais c'est vrai que les compétences sont importantes. Okay, ce n'est pas une terre d'essai. On ne vient pas essayer des choses en Nouvelle-Zélande. On vient amener des compétences. C'est ça que l'immigration veut. Qui pose la question, est-ce qu'il est possible à nous contacter en message privé pour lui donner la démarche à faire pour obtenir un travail en Nouvelle-Zélande. Il faut dire aussi à ce jour que les circonstances du Covid ont un peu ralenti l'économie et comme il n'y a pas d'accès aux étrangers en Nouvelle-Zélande, à moins qu'ils soient sur la liste des emplois essentiels, il ne faut pas s'affoler si à ce jour vous n'avez pas de réponse positive en Nouvelle-Zélande. Il faut attendre que ça se stabilise et que l'économie reprenne totalement. Donc, je pense avant septembre, octobre, on risque d'avoir un ralentissement et je pense que l'économie va repartir. Et en plus, cette année, on a les élections en septembre et comme chacun sait, lorsqu'il y a des années d'élections, l'économie est toujours un peu hésitante. Donc, je pense que l'économie repartira correctement au mois de novembre et l'année prochaine, au début d'année. Qui, ayant fait les démarches pour le départ en février, pensez-vous que le départ peut être après février si les frontières ne sont pas ouvertes avant? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas à quel moment les frontières vont être ouvertes et on ne sait pas s'il y aura des possibilités de variation of condition pour les working ou les visas. Pour l'instant, l'immigration n'a pas statué sur ces visas dans la mesure qu'à ce jour, l'entrée n'est pas autorisée à qui que ce soit en dehors des personnes logées. Il faut aussi comprendre que l'immigration a eu énormément de travail avec ce Covid-19, etc. L'immigration, si je simplifie, parce que c'est complexe, mais ils ont des bureaux en Nouvelle-Zélande, mais ils ont surtout deux énormes centres, un à Mumbai et un à Pékin. Ces deux centres ont fermé et ne sont pas encore ouverts et on n'a aucune idée de quand ils vont ouvrir. Ce qui fait que les dossiers qui ont été traités au jour d'aujourd'hui par l'immigration ont été les dossiers un petit peu d'urgence, qui étaient dans un premier temps liés au Covid. Et puis après, ça a été sur les work visas et ils étudient, par exemple, les visas d'étudiants ne sont traités que si l'étudiant est déjà en Nouvelle-Zélande au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, ils déconseillent, si on fait une demande de visa d'étudiant pour un étudiant qui est à l'étranger, ils déconseillent de le faire parce qu'ils disent de toute manière, ça ne va pas être traité et on ne sait pas les conditions et les papiers qu'on va fournir, parce qu'il y a toute une série de papiers qu'on doit fournir pour les visas, quand ils s'y remettront, quand les centres vont rouvrir, quand ça va venir, ils ne seront plus valables parce qu'ils seront trop vieux.
Donc, ça ne sert à rien de faire. Donc, effectivement, on est tous, et ça nous frustre tous, autant qu'on est dans une situation aujourd'hui où ça ne va pas aussi vite et aussi simplement que ce qu'on fait maintenant. Et je ne sais pas, il faut apprendre à être philosophe et des fois que ça prenne un peu plus de temps par rapport à ça. Par rapport aux étudiants étrangers, de nouveau, on n'a pas de perspective de manière sûre, mais effectivement, comme le mentionnait Philippe avant, de laisser rentrer les gens de l'America's Cup, des choses comme ça veut dire qu'on veut faire fonctionner l'industrie. Et l'industrie de l'éducation en Nouvelle-Zélande subit un énorme dommage par rapport à ça, donc met une énorme pression sur le gouvernement et donc sur l'immigration pour réouvrir ça. Et je pense que ça sera les premières catégories, on dit, mais qu'on va pouvoir relaisser rentrer, dans les suivantes, par rapport aux catégories qu'on a déjà, mais dans celles qui vont venir, ce sera sur les étudiants étrangers à un moment donné, parce que ça représente une vraie économie pour le pays, bien sûr. Jean-Nicolas qui me demande si l'âge du PVT va être proposé à 35 ans. Non, pour l'instant, ce n'est pas évoqué. Ici en Nouvelle-Zélande, c'était évoqué en Australie et c'est fait en Australie, mais pas en Nouvelle-Zélande. Après, je laisserai tomber le commentaire d'Amnia, parce que s'est trompé de pays. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Okay. Aurélia, Aurélia, ça a coupé, mais je pense qu'on a répondu à la question. La question d'Aurélia, c'était sur. Aurélia se coupe. J'essaie de retrouver les questions. Peut-être revenir là-dessus. En fait, là, on s'adresse beaucoup à les Français. Les Français, enfin, je ne sais pas, on n'est pas censé faire des différences, j'ai bien compris ça, mais globalement, c'est plus facile d'être Français et d'immigrer en Nouvelle-Zélande que d'être Camerounais. Je veux dire, les choses étant dites ce qu'elles sont. Donc, effectivement, on n'est pas simplement privilégié en tant que Français pour immigrer. C'est beaucoup plus facile, enfin, ça reste des dossiers qui sont complexes, mais beaucoup plus facile. Il y a moins de choses à prouver, etc., qui sont derrière. Donc, c'est quelque chose dont vous pouvez aussi bénéficier à le faire. Pendant que Philippe continue à regarder, je crois qu'une des grosses choses dont les gens parlent toujours, c'est la qualité de vie qu'on a ici. Ah, on a retrouvé la question d'Aurélia. La question d'Aurélia, c'était est-ce qu'il y a un âge limite pour le PVT? Et donc, Aurélia, ça a coupé. J'ai répondu, mais ça a coupé. L'âge limite, c'est 31 ans. Faut rentrer, faut faire la demande avant 61 ans. Est-ce que vous OK. Nos honoraires comme on n'est pas une œuvre de charité, nos honoraires sont en fonction du visa qui va être demandé et du temps qui va être passé. Donc, c'est pareil, ça, on peut vous donner les informations en message privé quand vous avez parce que par moment, votre projet n'est pas réalisable. Mais ça permet de parler des coûts. Immigrer, ça a un coût. D'accord, c'est vraiment important parce que vivre en famille, ça veut dire plusieurs billets d'avion, ça veut dire potentiellement qu'il faut déménager ses meubles ou alors qu'il faut racheter ici, etc. C'est une démarche qui coûte cher de toute manière. Notre prestation dans l'ensemble, c'est pas ça qui va exploser votre budget, mais c'est important de le savoir. Ça a un vrai coût, racheter une voiture, potentiellement refaire des démarches, etc., etc. L'immigration, il y a notre prestation, d'accord, qui peut être, je donne un exemple, quand je fais un visa d'étudiant, premier visa d'étudiant, on est à 250 €, je pense, pour un visa d'étudiant, à peu près, c'est 400 $ néo-zélandais. Mais après, il y a l'immigration qui, elle, le coût du visa est de 310. Potentiellement, suivant la durée, il va falloir aller faire des examens médicaux qui vont coûter. Suivant le dossier, il va falloir faire des traductions qui vont se rajouter aux frais. Donc, tout ça, c'est des choses on vous le dit avant de commencer les démarches avec nous. Vous connaîtrez tous les prix avant de vous engager avec nous. D'accord? Mais c'est vrai que sur là, je vous ai donné un exemple parce qu'il était facile, mais la formation, elle est là. Mais l'immigration, ça a un vrai coût. Jean-Nicolas qui nous pose une question. Avez-vous des nouvelles concernant les nouvelles modalités de visa qui devaient être mises en place à compter de 2021? Donc, il est à Haïti. Donc l'idée, c'était de supprimer une grande partie des visas de travail pour avoir une seule catégorie de visas qui soit basée principalement sur le salaire des gens. Mais on n'a pas, avec la crise, on n'a pas travaillé pendant 2 mois et demi. Donc, je ne pense pas que cette réforme sera mise en place en 2021. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les élections vont avoir lieu en septembre 2020. Et comme l'immigration est toujours un sujet sensible pour les
gouvernement, les choses qui peuvent être mises en place, qui auraient pu être mises en place par un gouvernement, et si ce gouvernement change, peuvent aussi changer. D'accord? Donc là, je peux pas, on n'a pas de visibilité pour savoir si ce sera mis en place ou pas. Mais l'idée, c'était d'avoir un visa qui soit basé plus sur les salaires. Je pense qu'on n'a plus de questions. Les questions, de nouveau, comme le disait Sébastien, Merci vous beaucoup, contacter, vous pouvez revenir Oui, dessus. voilà. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et puis pour les réponses apportées aux candidats. Très intéressant. J'ai une question de Leïla. Y a-t-il des possibilités en dehors du PVT et si on ne veut pas faire d'études, y a-t-il des possibilités de travailler de façon saisonnière en renfort, car j'ai entendu parler de ce type de situation, en tout cas dans le tourisme et dans l'agriculture, au-delà de 35 ans. Oui, si vous faites pas, il y a des emplois saisonniers. Les emplois saisonniers, notamment pour les kiwis, pour les récoltes de vin, pour les vendanges, pour les saisons. Dans ces cas, il faut s'adresser à un employeur qui a un agrément d'emploi saisonnier pour pouvoir travailler de façon saisonnière chez ces gens-là en Nouvelle-Zélande. D'accord? Mais c'est un certain type d'employeur. Tous les employeurs ne peuvent pas offrir des emplois saisonniers parce qu'ils doivent avoir un agrément en amont de ce travail. Anya, je vous remercie Anya, mais ce n'est pas le propos. Donc, merci de nous laisser et à bientôt. Okay. On refait on vérifie les questions. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut répondre maintenant? Le genre de réflexion, souvent les idées viennent par la suite. Les questions vont s'en suivre. Hein. On sait très bien, nous, un projet d'immigration, c'est des heures de conversation sur Skype, par email, etc., parce qu'on veut qu'effectivement les gens fassent les choses en connaissance de cause. Donc, c'est donner des informations en aval. Et puis après, de pouvoir les soutenir surtout, parce qu'après, il y a des questions aussi bêtes. On n'a pas du tout parlé d'assurance. Il y a où est-ce que je vais me loger, comment ça se passe avec les écoles, voilà, les qualités, les loyers, etc. Donc, c'est toutes des choses avec qui on travaille pour que les gens soient au mieux informés de ce qui arrive après. Oui, comment on ouvre un compte en banque, c'est quoi l'IRD, par exemple, hein, ce numéro obligatoire la position. Donc, il y a Michel qui demande, pardon, il y a Michel qui demande si non, Fred, pardon, est-ce que ce webinaire est récupéré sur Facebook? Il n'y a pas de souci. Toute la présentation est enregistrée, c'est aussi la question de la présentation, elle est sur Facebook. Alexis, merci à vous d'avoir écouté. Hélène, est-ce que obtenir la résidence en Nouvelle-Zélande peut ensuite aider pour obtenir la résidence en Australie? En attendant un petit peu de temps parce que vous avez la résidence en Nouvelle-Zélande. Au bout de 5 ans, vous pouvez demander la citoyenneté en Nouvelle-Zélande et après, vous pourrez aller en Australie. Voilà. Mais la résidence en Nouvelle-Zélande va pas forcément la résidence en Australie. Les avantages ne sont pas égaux de chaque côté. Non. On n'est pas égaux entre Australiens et Il n'y a pas de réciprocité. Les Australiens ont plus d'avantages à venir en Nouvelle-Zélande que les Néo-Zélandais ont à aller en Australie. Et tous les gens qui ont fait l'expérience de Nouvelle-Zélande pour ensuite partir en Australie, au bout de 2 ou 3 ans, sont rentrés en Nouvelle-Zélande et étaient très contents de rentrer en Nouvelle-Zélande. Donc, ok, merci pour ce. Merci, Kev, merci aussi, merci de nous avoir écoutés. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et vous avez nos coordonnées. Et sur ça, vous allez sur Internet, New Zealand Service. Et quand vous allez sur le site New Zealand Service, vous avez un petit bouton Messenger et vous pouvez directement communiquer avec nous via cette plateforme de communication. Voilà. Donc, merci à tous. Bonne journée à vous. Merci pour votre générosité et ce temps que c'est toujours un plaisir. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt en France. Peut-être on aura le plaisir de se voir physiquement bientôt, on espère qu'on va pouvoir voler. Et sachez que si on vient vous voir, on aura aussi 15 jours de quarantaine qu'on rangera de France. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, on ne sait pas. Mais bon. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Et très bonne journée.
Très bonne journée. Merci. À bientôt. See you. À bientôt. See you guys.